Vous avez évoqué un recours que vous avez déposé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus auprès de qui vous l'avez déposé et quels sont les motifs exactement? Merci. Vous avez évoqué un recours. On veut savoir en termes plus clairs, plus simples, c'est lambda, qu'est-ce que cela implique désormais? Merci. En 1987, le président Tidjane Thiam a-t-il acquis la nationalité française de façon volontaire ou pas? On veut être éclairé sur le sujet. Ensuite, l'autre question, c'est au moment où le président Tidjane Thiam a déposé sa candidature pour être le président du PDCI RDA, était-ce une bonne décision de ne pas renoncer à son allégeance à la nationalité française, peut-être en anticipant sur le fait que ça pourrait lui créer des ennuis judiciaires ici en Côte d'Ivoire? Le ministère vient pour démontrer, expliquer. Est-ce qu'il relève de la compétence du ministère de venir faire cette démonstration? Et puis, un autre débat sur la question de la patrie aujourd'hui de M. Thiam. Qu'en est-il réellement? Merci. J'ai le recours ici. On pourra, au besoin, laisser copier aux journalistes. Cette procédure, c'est tout simplement pour dire que la décision que le juge a rendue est nulle. C'est l'article 106 du Code de procédure civile qui le dit. L'article 106 énumère, disons, un certain nombre d'affaires dans lesquelles, ce qu'on appelle les matières communicables, le juge est obligé de communiquer la procédure au ministère public. C'est une obligation légale. L'article 106 cite ces affaires. Toutes ces affaires dans lesquelles l'État est parti, les développements de l'État sont partis, tout ce qui touche l'État des personnes, quand le litige atteint un certain niveau, dans toutes ces affaires, les affaires sur le foncier, les affaires sur la nationalité, le juge a l'obligation de communiquer la procédure au ministère public. Et le ministère public, il est obligé de prendre des réquisitions écrites. Et la conséquence, la loi dit, si ce n'a pas été communiqué au ministère public, la procédure, la décision qui est rendue est nulle et de nullité absolue. C'est la loi qui l'a dit, la décision est nulle et de nullité absolue. C'est pour ça que la loi dit, lorsque le juge l'a fait, vous déposez une simple requête en nullité, pour faire constater la nullité, et pour faire reprendre le procès. Mais l'avantage, c'est qu'on va reprendre le procès, mais devant un autre juge. Pas le même juge. Donc, voilà. Donc c'est une procédure qui est prévue par la loi, hein, parce que la procédure n'a pas été communiquée au ministère public. Bon, j'ai répondu aux deux premières questions, je pense. Hein. Alors, oui, non, à la présidence du tribunal, c'est normal. Ce sont des requêtes qu'il faut déposer, hein, disons, entre les mains de Madame le Président du tribunal. Et nous l'avons fait ce matin. Et sa décharge est dessus. Donc elle a reçu. Voilà. Donc, et demain matin, parce que nous étions pris à préparer un peu cette conférence, mais on a envoyé, nous avons transmis la requête à un huissier pour qu'il le notifie, hein, au président de la CEI. Donc ça va être fait. Voilà, pour dire, bon, on vous a notifié une décision, mais nous, on vous dit que cette décision est nulle. Attendez que le tribunal statue autrement composé. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, bon, ça, la question qu'on pose, on dit, mais pourquoi est-ce que il n'a pas répondu à sa nationalité? Bon, d'accord. Donc, mon confrère veut répondre, mais c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la présence du PDCI, qui requiert la possibilité d'avoir 2, 3 nationalités, qui ne dit pas le contraire, et puis la candidature à la présidence de la République. C'est deux choses différentes, où on me dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc je laisse mon confrère va peut-être. Bon, je pense que votre question visait surtout l'élection présidentielle, je pense. Pourquoi il n'a pas renoncé plus tôt pour éviter de se retrouver dans cette situation? Il est dans la même situation que Michel Gbagbo. Il est binational. Donc sa renonciation, là, il peut la faire quand il veut.
Il n'a pas besoin de faire une planification spéciale. Si le président Thiam estimait qu'il n'était pas né français, il aurait pris de meilleures dispositions. On nous pose souvent la question de savoir la naturalisation, la naturalisation. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce qui est plus fort, d'être né français ou d'avoir été naturalisé? Je tiens à vous rappeler que l'article 48 là, dit qu'il faut avoir pris cette nationalité majeure. La majorité en avant, c'était 21 ans. Donc imaginez sur l'instant que le président Thiam avait pris cette nationalité à 20 ans ou à 18 ans, il ne tomberait pas sous le coup de l'article 48. Et là maintenant, quand il apprend à la naissance, il ne tombe pas du tout. Donc il n'a pas à planifier particulièrement, à faire des plans particuliers pour renoncer plus tôt, au moment où il n'est même pas encore le candidat désigné par son parti pour l'élection présidentielle. Non, j'estime qu'il fait son programme, il va aux élections comme tous les autres candidats du PDCI, et quand il est élu en ce moment pour le poste du candidat à l'élection présidentielle, il fait sa renonciation. Ça ne lui pose aucun problème. Il faut préciser que pour être candidat à la présidence du PDCI-RDA, on ne fait pas obligation d'avoir la nationalité ivoirienne de façon exclusive. Voilà. Donc, il peut y avoir 2, 3 nationalités. Tout ce qu'on demande, est-ce que ce monsieur, il est ivoirien? Mais ouais, ce qui est quand même paradoxal, c'est que ce monsieur a été élu président du PDCI. Tout ça, ça a été déposé au ministère de l'Intérieur. Ils savent, ils le reçoivent, ils discutent avec lui. On n'a jamais dit qu'il n'est pas président du PDCI ou qu'il ne remplit pas les conditions. Et aujourd'hui, pour des raisons, je pense que c'est parce que peut-être il fait un peu peur quand même. Voilà. Alors là, honnêtement, moi j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que le juge, généralement quand il rend sa décision, il ne cherche pas à l'expliquer. Quand le juge rend sa décision, il est dessaisi. Quand le DACP vient expliquer une décision, c'est un peu gênant. Un peu comme si il était l'auteur de la dictée de la décision. Vous ne pouvez pas venir expliquer une décision que vous n'avez pas rendue. Laissez ça aux doctrinaires, laissez ça aux enseignants, aux professeurs de droit, aux avocats, laissez-les commenter. Mais pas au pouvoir exécutif. Bon, moi j'ai un petit gêne, honnêtement, par rapport au confrère Lalu. Bon, ça c'est une position que beaucoup défendent, mais je suis totalement contre. Une circulaire d'un juge qui instruit le juge d'une compréhension d'un texte de loi, ça me gêne terriblement parce que une république est fondée sur la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ce sont les députés qui votent les lois. Même quand c'est présenté quand le projet vient de l'exécutif, mais une fois qu'il est voté par l'Assemblée nationale s'approprie le projet, peut le modifier comme il veut. C'est pour ça qu'il y a la séparation des pouvoirs. Quand le législatif a voté la loi, c'est au judiciaire d'être l'arbitre. Mais comment est-ce que le judiciaire peut être à la remorque du pouvoir exécutif? Parce que si le pouvoir exécutif c'est comme ça, il faut comprendre la loi, ça me gêne terriblement. Parce que ça viole un principe constitutionnel, celui de la séparation des pouvoirs. Et honnêtement, il peut glisser une circulaire, dire il faut entendre comme ça, mais on ne peut pas se fonder sur une circulaire de l'exécutif pour dire que le juge, le judiciaire doit statuer dans ce sens, alors qu'il est dit que le juge, il n'est guidé que par 2 choses, par sa conscience et par la loi. C'est le juge qui va donner, vous voyez, à la loi tout son contenu réel. C'est pour ça qu'on permet au juge de procéder même à des interprétations téléologiques de la loi. La loi n'est pas claire, lui il va lui donner un sens. Il va dépasser même le sens que les députés ont voulu lui donner. C'est ça le sens de l'interprétation téléologique de la loi.
que seul le juge peut se permettre. Ce n'est pas l'exécutif de dire au juge, il faut penser comme ça. En ce moment, ça sert à quoi d'être un juge? Ça sert à quoi d'être indépendant? C'est ça. Or, le juge est indépendant, il est tenu par la loi, il est tenu par sa conscience. Si on veut rester dans la notion des circulaires, vous avez une circulaire interministérielle qui parle d'un texte de loi interprété par le ministre de la Santé, le ministre de ça, de ci, et vous avez, de 1961, et vous avez une autre note explicative de l'article 48 qui date de décembre 2024. J'estime que si on doit rester dans les circulaires, celle qui est la plus probante, c'est quand même celle du ministre de la Justice, que ne peut remettre en cause son directeur des affaires administratives et civiles et pénales. Voilà ce que je peux dire. Bon, ça, ce sont des débats doctrinaires parce que, vous voyez, on a dit une circulaire interministérielle. La circulaire de ça, vraiment, c'est une des circulaires à combattre, circulaire interministérielle. Mais même dans la circulaire, il y a des éléments qui ont été revus dans la loi. Et vous voyez le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense dire à un juge comment il doit interpréter une loi. Le ministre de la Santé dire à un juge comment il doit interpréter la loi. Hein? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question, qui nous amène à parler de la pathétie, on n'a pas voulu en parler. Et c'est ça la difficulté de ce dossier. Quand vous dites que M. Thiam, le président Thiam, au moment où il demande un certificat de nationalité, vous lui refusez le certificat de nationalité au motif qu'il y a des contentieux sur sa nationalité. Vous préjugez déjà de ce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Donc, au moment où il demande le certificat de nationalité, vous préjugez qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Et vous dites qu'il a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il est? Il est un apatride. Donc, en réalité, vous dites qu'il y a un citoyen ivoirien, au moment où il demande sa nationalité, qui n'a aucune nationalité. Puisque vous dites qu'il a perdu la nationalité en 1987, la nationalité française en 1987. Et il a renoncé à la nationalité. Vous êtes d'accord qu'il a renoncé à la nationalité? Entre le moment où il a renoncé à la nationalité et le moment où il demande un certificat de nationalité, vous refusez, vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Il est la patrie. Maintenant, la difficulté de tout ça, quand vous dites, vous basant sur le texte sur la naturalisation, parce que l'article 48 dont on parle, il y a deux aspects. On dit celui qui obtient la nationalité par naturalisation, mais on dit aussi celui qui se comporte comme un Ivoirien. C'est la même phrase. Ce sont les deux. Et c'est pour les deux qu'on dit, il perd automatiquement, il perd la nationalité ivoirienne. Mais en réalité, c'est une méprise. Parce que quand on parle après, le texte qui vient après, et qui parle du délai à partir duquel on peut considérer qu'un tel a perdu la nationalité, c'est parce qu'entre les deux, il y a on a précisé, pour l'autre qu'il faut prendre un décret de naturalisation. On dit que c'est à partir du décret de naturalisation. Mais si on dit qu'il faut un décret pour constater que l'autre a perdu la nationalité ivoirienne, c'est une sanction. Mais pour l'autre, vous dites qu'il perd la nationalité ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'il constate la perte de la nationalité ivoirienne? On ne dit pas. Et de la même façon, c'est là ils ont une difficulté. C'est que si vous dites que la perte de la nationalité est automatique, mais il n'y a aucun texte qui dit qu'on retrouve la nationalité de façon automatique. Donc vous confirmez qu'il est apatride. Parce que ce texte, il faut bien le lire, l'article 48. On a fait des interprétations dans tous les sens, mais il faut lire le texte. On dit dans l'article 48 que celui qui obtient la naturalisation et celui qui se comporte comme le national d'un autre pays, il perd la nationalité. On ne dit pas automatique. Il perd la nationalité ivoirienne. Mais pour l'acquisition, pour la naturalisation, on dit celui qui volontairement obtient la nationalité ivoirienne. Mais quand on a dit ça, le texte dit après, ça dit c'est parce qu'on n'a pas... Parce qu'on n'a pas précisé que celui qui perd la nationalité par naturalisation
qu'il faut constater par un décret, et qu'on a parlé d'un décret pour celui qui se comporte comme un Ivoirien qui a une sanction, alors on en déduit que c'est automatique. Ce n'est pas automatique. Ça ne peut pas être automatique. La preuve, s'il y avait eu un acte, est-ce que le gouvernement aurait dit il a perdu la nationalité et nous on ne savait pas? On ne peut pas dire ça, qu'on a perdu la nationalité, nous ne savions pas. Mais si le gouvernement avait pris un acte pour constater, parce que ce n'est pas une sanction, on constate qu'il a obtenu la nationalité étrangère et donc qu'il a perdu la nationalité ivoirienne. Mais le gouvernement aurait su. Hein? Ok. Bon, il y a une petite. Alors oui, on me pose la question de savoir si le juge ne donnait pas de suite à la requête mais ce serait un déni de justice. Ce serait un déni de justice. Mais le juge ne peut pas ne pas donner une suite à la requête. Le juge ne peut pas ne pas donner une suite à la requête. Le juge peut dire votre requête n'est pas fondée. Mais il ne peut pas ne pas donner une suite à la requête. Et puis comment ça voudra dire que le juge va estimer que le contentieux qu'il a réglé n'est pas un contentieux de la nationalité. C'est ça. C'est tout ce que le juge peut dire. Il a déjà dit d'ailleurs. Mais dans son jugement lui-même, il se contredit. Il dit, les demandeurs disent que M. Thiam a perdu la nationalité ivoirienne. Il dit, les défendeurs disent, non, il n'a pas perdu la nationalité ivoirienne, qu'il est ivoirien, qu'il a un certificat de nationalité, qu'il a même un passeport, tout ça. Donc, il y a une contestation sur celui qui dit qu'il a perdu et celui qui dit qu'il n'a pas perdu. Et le juge dit, non, ça n'a rien à voir avec la nationalité, que c'est un contentieux électoral. Mais dans la décision du juge, lui-même, il le dit. Il dit pour régler ce problème, il dit même le juge, il dit que cette affaire pose un problème de nationalité. Vous avez la décision. Et il dit pour régler le problème, il faut en référer à l'article 48 et à l'article 50. Mais de quelle loi? De la loi sur la nationalité. Donc c'est un contentieux de la nationalité. Dès lors que vous êtes amené à interpréter une disposition du texte sur le code de la nationalité, le contentieux devient contentieux de la nationalité. Voilà. Et le juge a compris la difficulté, c'est pour ça qu'il dit non, ce n'est pas un contentieux sur la nationalité. Et pourtant, pour régler le contentieux, il vise deux dispositions du code de la nationalité, l'article 48 et l'article 50. Mais ce n'est pas du code de procédure civile, c'est du code de la nationalité. Donc le juge sera obligé de répondre. Voilà. En fait, quand est-ce que M. Thiam a su qu'il était binational d'origine, puisqu'il n'en a pas parlé tout de suite, et ça veut dire que la France l'a naturalisé parce qu'elle ne savait pas qu'il était déjà français? Comment ça se fait que la France ne savait pas qu'il était déjà français et l'a naturalisé puisqu'il était français d'origine, selon vous? Maître, je voudrais savoir, en l'état actuel des choses, si on fait fi des problèmes de sécurité, est-ce que le président Tidjam Thiam peut atterrir en Côte d'Ivoire sans ennui judiciaire? Reprenez votre question, s'il vous plaît. Je dis, en état actuel des choses, si on fait fi des problèmes de sécurité, est-ce que le président Tidjam Thiam peut aujourd'hui atterrir sur le sol ivoirien sans ennui judiciaire? Vous savez, il y a la loi, et puis il y a ce qu'on fait de la loi. Si vous me dites, est-ce que M. Tidjam Thiam peut rentrer parce qu'il n'a pas de problème Oui, je vous dis, mais oui, il a un passeport ivoirien qui est toujours valable. Il est parti avec son passeport ivoirien. Il a un passeport ivoirien qui est toujours valable. Maintenant, il y a d'autres qui lui disent, qui lui dénient la nationalité ivoirienne. Ils peuvent arracher le passeport, certainement. Donc je ne peux pas vous dire avec certitude, mais si vous me dites, oui, la preuve, cette affaire, ça m'avait demandé il y a 3 jours, enfin il y a une semaine, est-ce qu'on peut gagner ce procès? Je vous aurais dit oui. Et bien voilà la décision que nous avons obtenue. Donc c'est un peu, je ne peux pas vous dire avec certitude, mais si vous me demandez par rapport à la loi, je dis oui, il peut rentrer. Maintenant, je vous ai parlé de braquage judiciaire, bon, il peut y avoir un braquage aussi policier. Hein? Voilà. Donc c'est un peu difficile. Maintenant, la question que vous posez sur la question qu'a posée BCC, vous voyez, M. Thiam, le président Thiam, il est allé en France jeune. Je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont nés d'une mère étrangère
et puis, ou d'un père étranger, mais qui n'ont jamais revendiqué cette nationalité. Mais pour avoir un certificat de nationalité de ce pays-là, ils n'auront pas besoin d'aller faire une procédure pour obtenir la naturalisation. Donc le président Thiam est allé très jeune en France. Il allait binational. Mais quand même, il faut se souvenir qu'à l'époque, son grand-père était président de la République. Et je pense même qu'il a dû aller en France avec un passeport diplomatique. Mais il n'avait pas de problème de nationalité, courir après les visas, il n'avait pas ce problème. Donc, quand il est en France, il entre à Polytechnique. Il faut savoir ce qu'est que Polytechnique. C'est une école prestigieuse. Il entre à Polytechnique, il est la seule tête noire dans l'école. La seule tête noire qui se révèle être la tête la plus forte, puisqu'il en sort major. Quand le 14 juillet, l'école de Polytechnique défile, il est devant, il tient l'étendard. C'est normal que les gens s'inquiètent, mais c'est qui ça? On dit non, c'est un Ivoirien. Le Français dit non, c'est un Français. Et il est brillant. Quand il commence à travailler, mais c'est pas possible, de la nationalité. Et c'est comme ça qu'on lui donne la nationalité française. Et lui, il ne se soucie pas, il se dit, bon, j'en ai vraiment pas besoin. C'est pour ça qu'il y a une difficulté dans ce dossier, parce qu'il ne peut pas rapporter la preuve qu'il a formulé une demande avant d'avoir la naturalisation. Et c'est pour ça qu'on nous dit, à nous de prouver, à nous d'apporter. On dit non, puisque ça n'existe pas, on n'a jamais demandé. On nous l'a donné. Moi, je donne l'exemple d'un de mes petits frères qui est en France, qui est musicien, il joue à tous les instruments, mais il devait aller un jour jouer dans un pays chose. On dit, mais il avait son passeport, il devait aller chercher le visa. Il a dit, mais c'est quelle histoire ça? Il dit, mais le patron de l'orchestre, il allait lui chercher un décret de naturalisation. On lui a donné. Parce qu'il avait besoin de lui. Et le président Thiam, c'était un peu ça. On avait besoin de lui, on lui a donné la nationalité. Il n'a pas demandé. Vous avez la chance d'être métis. Quand on est français, comment ça fonctionne? Quand on est d'un parent français, on se fait déclarer au registre d'état civil français. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce d'identité française. Vous le savez. Vous pouvez demander votre pièce comme ne pas la demander. Et vous pouvez circuler avec la deuxième nationalité de vos parents sans problème. Donc, c'est le cas de Thiam. C'est le cas du président Thiam. Il est né français, il a été déclaré dans le registre d'état civil et personne n'a encore remis ça en cause. Et ce registre d'état civil qui est aux archives de la mairie du Plateau a une copie identique à Nantes que personne ne remet en cause. Donc voilà, je pèse mes mots. Qu'est-ce qui est plus fort entre être né français et avoir été naturalisé 38 ans plus tard? C'est la naissance par filiation. Merci. J'ai un peu peur que cette affaire ait des rebondissements négatifs pour la Côte d'Ivoire. Parce que je reste persuadé qu'il y a des Ivoiriens ici qui signent pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été naturalisés de la même façon que les Drogba, tous ces gens. Donc, le problème, c'est que si on réveille ce vieux lait de ce que les gens ont appelé à tort l'ivoirité, alors qu'ici, ce n'est même pas le cas, nous aurons des surprises parce que imaginez demain que le Nigeria se méprenne, ils disent mais dans votre équipe là, ils sont nombreux qui ont obtenu la nationalité ivoirienne par naturalisation, donc ils avaient perdu la nationalité ivoirienne et pourtant ils ont joué pour la Côte d'Ivoire. Donc, redonnez-nous la coupe, vous avez perdu sur papier. Donc moi je pense qu'il faut revoir l'interprétation des textes. Il ne peut pas y avoir de perte automatique de nationalité. Il faut quand même un acte de l'État qui le consacre.
Mais les États sont souverains. On dit même un jugement qui est rendu en France. Pour que le jugement soit exécuté ici, il faut une exéquature. De la même façon, quand un acte est pris en France, mais la Côte d'Ivoire là, doit prendre un acte aussi pour constater. C'est une question de logique. Et c'est pour ça que de la même façon, quand vous demandez votre intégration, l'État prend un acte pour apprécier machin, et vous réintègre. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont obtenu la nationalité ivoirienne par naturalisation et qui n'ont obtenu la nationalité que par naturalisation. Mais ce n'est même pas le cas des Thiam. C'est que le problème, en ce qui le concerne, c'est qu'il y a eu cet acte de naturalisation qui est venu se superposer à une situation qui existait déjà et qui établit qu'il était français. Voilà. Donc, à ce jour, nous disons que M. Thiam, il est français. C'est aux autres de démontrer qu'il n'était pas français avant que n'intervienne l'acte de naturalisation. Donc, si vous êtes inscrit sur un registre des Français, c'est parce que vous êtes français. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire de nier cela. C'est à la France, mais pas à la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention. Merci. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, chers militants et militantes du PDCI RDA, chers amis de la presse internationale et nationale, chers invités, il y a un problème de dispositif de la presse, mais je voudrais remercier les avocats. Le SA en chef fera tout à l'heure une adresse au nom du président du parti. Mais je voulais vous signaler que comme vous venez suivre l'intervention des avocats, je dirais de nos avocats, vous constatez que tout ce bruit autour de la candidature et de l'éligibilité du président Thiam n'est qu'un faux prétexte pour conserver le pouvoir d'État, cela par une mascarade afin d'éliminer un potentiel candidat qui se présente comme favori face à toutes les alternatives du RDR. En effet, le RDR a échoué dans tous les domaines. Le RDR nous avait promis de transférer la capitale à Yamoussoukro dès la prise de fonction. Faisons le bilan. Au niveau de l'éducation nationale, il a fallu seulement 10 ans de règne du RDR pour déconstruire tout le fondement du système éducatif de Côte d'Ivoire. Nos élèves de 3e sont testés au niveau de CM2 actuellement. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas un bon bilan, c'est ce qu'on appelle bilan inattaquable. Les enseignants sont méprisés, et je pèse bien mes mots, l'actualité l'indiquant, maltraités et poussés à la mendicité à cause des ponctions injustes sur leur salaire déjà insuffisant. Ça, c'est le bilan du RDR. Nos universités ne sont pas reconnues parmi les universités d'excellence, ni au niveau mondial, ni au niveau africain. Au niveau de la bonne gouvernance, les marchés publics sont attribués à une minorité d'entreprises, le plus souvent en gré à gré. On comptabilise, selon leur propre estimation, plus de 1400 milliards de francs CFA par an de pertes des ressources de l'État grâce à cause de cette injustice, de cette malgouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà ma main. Au niveau de la pauvreté, le RDR nous avait dit qu'il ne fallait pas donner sa voix à la pauvreté. Le nombre d'Ivoiriens pauvres est plus élevé en 2025 qu'en 2012. On estime qu'il y avait à peu près 10 millions d'Ivoiriens pauvres, ce qui était déjà beaucoup. En 2025, nous sommes au-delà de 11 millions d'Ivoiriens pauvres en matière de chiffres absolus. La preuve, moi j'ai dit mes choses avec leurs chiffres. Le gouvernement a institué, le gouvernement RDR a institué un programme de filets sociaux pour aider les pauvres. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ils distribuent l'argent. Ils ont fait le bilan il n'y a pas longtemps. Ils ont dit que
ceux qui sont pauvres qui bénéficient continueront d'être sur la liste de ceux qui vont bénéficier et on va ajouter encore 700 000 familles, 70 000 familles. Ça veut dire que tu es pauvre, on veut t'aider, tu es toujours pauvre, courir là, et on va ajouter d'autres dessus. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Au niveau des logements sociaux, le RDA avait promis d'offrir 200 000 logements par an sociaux, soit un total de 3 millions de logements sur les 15 ans. Ils viennent de faire leur bilan eux-mêmes. Ils ont pu trouver que 40 000 logements qu'ils ont qualifiés de sociaux, alors que ça n'a rien d'être sociaux. Prenons ça même. Cela veut dire qu'ils ont moins d'environ 1% de leur promesse qui a été tenue. Ça, c'est le bilan inattaquable du RDR. Au niveau du monde rural, je ne vais pas citer parce qu'on a dormi ici, ils disent qu'ils vont donner 60% du prix CAF des matières premières aux producteurs. Au moment où je vous parle, je parie avec tous les journalistes, tous les produits d'Anakar sont dans les magasins, partout chez les paysans, partout sur la Côte d'Ivoire. Aucun produit Anakar n'est payé. Ça, pourtant, quand on donne 60% des euros, tu as combien? Tu as 0. Puis on ne va plus vendre. Les gens ont passé la période de fête de Pâques sans pouvoir vendre un seul grain d'Anakar. Je parie. Je sors d'ici là, celui qui dit qu'il a pu vendre là, et quand nous dit nous on va envoyer, nous on va les acheter. Face à cet échec, et je ne vais pas continuer parce qu'il faut garder aussi pour demain, le RDR veut organiser des élections truquées avec des candidats choisis par eux-mêmes pour se maintenir au pouvoir. Le PDCI dit non. Et disons ensemble non. Le PDCI RDA dit non et exige une nouvelle révision de la liste électorale en 2025 avant les présidentielles. Le PDCI RDA dit non. Et disons ensemble non. Le PDCI RDA dit non et exige un audit de la liste électorale. Le PDCI dit non et disons ensemble non. Mesdames et messieurs les journalistes, très chers conférenciers, chers militants et sympathisants du PDCI RDA, je voudrais, au nom du président du PDCI RDA, le président Tidiane Thiam, vous remercier tous pour votre présence. Je voudrais remercier les journalistes et organes de presse qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je remercie surtout nos conférenciers qui nous ont brillamment entretenus sur la situation juridico-politique qui a été créée autour de notre parti et de son président. Leurs interventions ont sûrement porté la lumière à cette nébuleuse qui a été faussement imposée à notre parti et son président. Et chacun devrait sortir édifié de cette salle. Je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à tous les militants, militantes et sympathisants du PDCI RDA. Distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI RDA, c'est plus que jamais l'heure de la mobilisation, de la solidarité et de l'unité autour de notre parti et son président Tidiane Thiam. Feu le président Henri Konan Bédié disait, et je cite, « La politique, c'est l'art de l'impossible ». Fin de citation. Nos adversaires internes et externes au parti souhaitent ou veulent nous imposer à dessein un plan B. Dites-leur qu'il n'y aura pas de plan B. Il n'y aura pas de ni de plan C, ni de plan Z. Le PDCI RDA a un seul plan, un candidat unique, démocratiquement désigné,
qui est le président Cheikh Tidiane. Nous sommes certes éprouvés, comme toujours, mais comme hier, aujourd'hui et demain, le PDCI-RDA trouvera en lui et par lui les ressources nécessaires pour sortir victorieux de cette épreuve. Le chef de l'État, dans son message à la nation en fin d'année 2024, a promis une élection présidentielle démocratique et apaisée en 2025. Il est donc de sa responsabilité de garantir les conditions d'une élection inclusive, gage d'une compétition démocratique apaisée. Le peuple ivoirien mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite des institutions fortes, respectueuses du droit et garantes de la volonté et de la souveraineté populaire. Tous pour une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique. Pour ce faire, nous réitérons notre appel au régime au pouvoir sur la nécessité d'un dialogue national. Nous appelons au maintien du président Tidiane Thiam sur la liste électorale, ainsi que la réinscription des noms des présidents des grandes formations politiques de notre pays, injustement retirés de cette liste électorale. Comme quelqu'un l'a dit lors d'une conférence de presse, et je cite, « Ce n'est pas une menace, c'est un conseil ». Nous disons donc non à une crise politique préélectorale, non à une crise électorale et non à une énième crise post-électorale. Et nous disons plutôt oui à un dialogue politique préélectoral, oui à une révision de la liste électorale avant la présidentielle, oui à une élection démocratique et inclusive pour une alternance politique apaisée dans notre pays. Au nom du président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, je remercie tous les partis politiques et leurs leaders, la société civile ainsi que tous les Ivoiriens, les organisations nationales et internationales qui soutiennent notre lutte contre l'injustice, la forfaiture et l'exclusion politique. Puisse Dieu nous accorder son aide, son assistance et sa protection dans ce légitime combat pour la dignité et l'honneur de notre nation. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.